Salut tout le monde. Ceci est la chaîne de l'encyclopédie. Le livre que nous lirons dans cet épisode est « Regardez dehors, regardez à l'intérieur ». Ce livre parle principalement de « Comment communiquer efficacement avec les gens et quelles techniques peuvent aider les gens ». Un maître communicateur. En tant qu'une des capacités humaines les plus fondamentales, la communication joue un rôle important dans l'amélioration de la compréhension entre les gens et dans la promotion du fonctionnement coordonné de la société. C'est une compétence essentielle pour que les gens se connectent et se comprennent. Cependant, mettre en pratique cette compétence n'est pas une tâche facile. Dans la vraie vie, de nombreuses personnes sont troublées par des problèmes tels que l'incapacité de parler et le manque de communication, et rencontrent les unes après les autres des difficultés de communication, comme parler à un poulet et jouer du piano à une vache. Ce livre est un livre qui vous aide à mettre en pratique vos compétences en communication et à surmonter les difficultés de communication. Ce livre explore la relation entre les facteurs personnels, verbaux et non-verbaux, les relations interpersonnelles et d'autres facteurs et la communication à 3 niveaux, regarder à l'intérieur des gens, regarder les gens à l'extérieur et regarder entre les gens. Il présente également de nombreuses stratégies et techniques de communication. C'est un manuel d'études qui vous apprend à parler avec art et à communiquer efficacement avec les autres. Ce livre a été publié pour la première fois il y a 40 ans et a été réimprimé 14 fois aujourd'hui. Il compte plus de 2 millions de lecteurs et a été désigné comme manuel professionnel par de nombreuses universités à travers le monde. C'est un best-seller indémodable. Ce livre est coécrit par Ronald B. Adler et Russell F. Proctor des États-Unis. Adler est un universitaire spécialisé dans la recherche et la rédaction en communication. Ses livres couvrent un large éventail de sujets, notamment la communication d'entreprise, la prise de parole en public, la communication de groupe et les compétences sociales. Proctor, professeur à la Northern Kentucky University, a rencontré Adler lors d'une conférence de communication en 1990, et les deux sont parvenus à un consensus sur l'utilisation des longs métrages comme outil pédagogique. Au fil des années, ils ont beaucoup écrit sur le thème de la communication, donné des conférences et co-publié une variété de manuels. Ils ont proposé de nombreuses idées nouvelles dans le domaine de la recherche en communication et sont des pionniers dans ce domaine. Après avoir présenté l'aperçu du livre et les informations de base sur l'auteur, présentons le contenu du livre en détail. Ce livre se compose principalement de 3 parties. 1. Voir les gens à l'intérieur et comment leurs propres facteurs affectent la communication. 2. Voir les gens à l'extérieur, comment le langage et les médias non-verbaux affectent la communication. 3. Voir les interactions entre les gens. Comment pouvons-nous créer une bonne atmosphère de communication et façonner de bonnes relations interpersonnelles? Présentons-les un par un ci-dessous. Première partie. Voyons d'abord comment nos propres facteurs affectent la communication. Comment devons-nous gérer cet impact? Avant d'introduire cette partie, parlons d'abord d'une question, qu'est-ce que la communication? Aujourd'hui, la communication est devenue un terme professionnel en communication, faisant référence au processus de transmission et de rétroaction de pensées et de sentiments entre personnes et groupes. Cependant, différentes personnes ont des personnalités très différentes et sont très subjectives. Pour une même chose, différentes personnes peuvent avoir des sentiments subjectifs et des méthodes de traitement différents, voire complètement opposés. Ces caractéristiques des personnes ont transformé la communication d'une forme simple en un processus complexe impliquant de plus en plus de facteurs. La communication entre les personnes nécessite non seulement d'établir des canaux, mais aussi de prendre en compte l'influence du sujet. Alors, quels sont les facteurs qui affectent la communication? L'auteur l'introduit dans le livre. Le premier est le concept de soi. Le soi-disant concept de soi fait référence à votre compréhension de vous-même, c'est-à-dire au genre de personne que vous pensez être. Par exemple, vous pensez que vous êtes intelligent, beau et courageux, ou vous pensez que vous êtes stupide, laid ou faible. Ce sont tous des concepts de soi. Le concept de soi présente 2 caractéristiques. Premièrement, le concept de soi est subjectif plutôt qu'objectif et n'est donc pas nécessairement exact. En d'autres termes, votre compréhension de vous-même est celle que vous pensez être et n'est pas nécessairement conforme à la réalité. Tout comme vous êtes visiblement très beau, mais vous vous sentez toujours moche à cause des blagues de vos amis d'enfance. Deuxièmement, le concept de soi résiste au changement. Cela signifie qu'une fois qu'un concept de soi est formé, nous avons tendance à nous y tenir et à le maintenir et ne le changerons pas facilement. Ces 2 caractéristiques du concept de soi nous permettent d'accepter plus facilement les opinions qui sont cohérentes avec notre concept de soi et de rejeter celles qui sont contraires à notre concept de soi, même si notre concept de soi est erroné. Tout comme lorsque nous demandons conseil aux autres, aussi raisonnable que soit ce qu'ils disent, tant qu'il est différent de ce que nous pensons, il est difficile de l'écouter. Dans ce cas, l'effet de communication sera naturellement considérablement réduit. Outre le concept de soi, un deuxième facteur intrapersonnel qui a un impact sur la communication est la perception. Cette perception ne fait pas référence à la sensation de notre corps, mais à nos sentiments et à notre connaissance des personnes, des choses et des choses du monde extérieur. En raison des différences dans l'accès à l'information, les facteurs physiologiques, les pratiques culturelles et les rôles sociaux, la perception de chaque personne diffère également. Par exemple,
Si un professeur est très strict avec ses élèves, ceux-ci penseront qu'il est un vieil érudit rigide, mais quand il rentre du travail, il est doux et prévenant envers sa fille, et celle-ci pensera qu'il est un père aimant et bon. Cette différence de perception nous amènera à comprendre différemment le même fait, ce qui affectera notre façon de communiquer. Plus précisément, chacun de nous est habitué à classer les autres selon certaines normes basées sur nos propres perceptions. Par exemple, les gens sont classés comme beaux ou laids, gros ou minces selon leur apparence, ils sont classés comme étudiants, hommes d'affaires, fonctionnaires du gouvernement selon leur profession, ils sont classés comme optimistes et joyeux, innocents et gentils, indifférents et impitoyables selon leur personnalité, etc. Cette classification façonne en grande partie la façon dont nous communiquons avec les autres. Par exemple, si vous qualifiez un professeur de sympathique, vous lui poserez des questions de manière plus amicale et cordiale. Si vous le qualifiez de colérique, vous communiquerez avec lui de manière plus prudente. Tout en classant et en généralisant les autres en fonction de la perception, nous sommes également habitués à prédire les autres en fonction de différents modèles de classification. Par exemple, quand on pense professeur, on pense élégance, quand on pense athlète, on pense corps fort, quand on pense acteur, on pense polyvalence. Il n'y a rien de mal à utiliser cette méthode avec modération, mais si le système de classification est utilisé de manière excessive pour généraliser et prédire d'autres personnes, il est susceptible de provoquer un énorme écart par rapport aux faits et de former un stéréotype sur un certain groupe de personnes. Par exemple, nous pensons que les gens du Xinjiang savent chanter et danser, que les gens du Shandong peuvent boire sans se saouler, que les gens de Pékin parlent tous avec un accent chinois et que les gens du Yunnan ne peuvent pas manger sans nourriture épicée. Tous les stéréotypes. L'existence de stéréotypes peut souvent créer des barrières à la communication et même aggraver les différences entre deux personnes. En effet, une fois que nous tombons dans un certain type de stéréotype, afin d'étayer notre jugement, nous rassemblerons quelques événements ou comportements isolés à titre d'exemple. Par exemple, lorsque les hommes et les femmes ont un différend, ils ne se souviennent généralement que des paroles et des actes conformes aux stéréotypes du sexe de l'autre partie et s'en servent comme base pour réfuter l'autre partie. Tout comme l'homme a dit, vous vous accrochez toujours à cette petite chose et en parlez sans cesse. Les femmes sont avares. Et la femme a dit, vous ne pouvez pas vous souvenir de cette petite chose après en avoir parlé tant de fois. Les hommes sont avares, insouciants. Une telle communication ne peut évidemment avoir aucun effet positif. Le dernier facteur intrinsèque qui affecte la communication est l'émotion. En termes simples, être capable d'exprimer ses émotions de manière raisonnable et claire dans la communication est l'une des clés de la qualité de la communication. Une bonne expression émotionnelle favorisera de bons résultats de communication. Les expressions émotionnelles grossières entraveront la communication. Étant donné que des facteurs tels que l'image de soi, la perception et les émotions peuvent influencer la communication, que peut-on faire pour remédier à ces influences? Le livre présente 3 conseils. Tout d'abord, divulguez-vous de manière appropriée. La soi-disant divulgation de soi fait référence à la divulgation intentionnelle d'informations importantes et inconnues le concernant. En d'autres termes, il s'agit de révéler certains de vos propres petits secrets et de montrer une partie de votre moi caché au cours du processus de communication. Grâce à la révélation de soi, nous pouvons montrer une partie de notre conception de soi à la personne avec laquelle nous communiquons, rechercher le soutien de l'autre personne et améliorer sa compréhension. De plus, un acte de révélation de soi contribue à augmenter le sentiment de sécurité des autres, déclenchant ainsi un autre acte de révélation de soi, formant une interaction positive. Tout comme je te dis un secret, tu pourrais me dire un secret. Alors, à quoi sert la révélation de soi? Cela aide à affaiblir la résistance causée par le concept de soi et à réduire la distance psychologique entre vous et les autres. Mais il y a ici une prémisse, à savoir que la divulgation de soi doit être raisonnable et modérée. Une divulgation de soi déraisonnable et excessive non seulement ne jouera pas un rôle positif, mais conduira à des impressions négatives. Par exemple, se plaindre de l'entreprise lors d'un discours public de votre patron non seulement ne parviendra pas à améliorer la compréhension entre les deux parties, mais entraînera plutôt le mécontentement de votre patron à votre égard. Par conséquent, une révélation de soi efficace doit être basée sur différents objets et différentes situations, évaluer la situation et s'adapter au changement. Plus précisément, les facteurs suivants doivent être pris en compte de manière globale. Tout d'abord, vous devez tenir compte de la distance qui vous sépare de l'autre partie. Si la relation est proche, divulguez davantage et si la relation est lointaine, divulguez moins. Deuxièmement, vous devez vous demander si la situation dans laquelle vous vous trouvez est publique ou privée. Les situations privées peuvent être divulguées, mais les situations publiques ne doivent pas être divulguées. Enfin, nous devrions nous demander si le risque de divulgation est raisonnable. Si le risque est relativement faible, nous pouvons le divulguer, mais si le risque est élevé, nous ne devrions pas le divulguer. Après avoir parlé de la première compétence, parlons de la seconde, apprendre à vérifier la perception. La vérification de la perception est un concept mentionné dans le livre, qui signifie vérifier et vérifier ses propres perceptions. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les différences de perception amèneront chacun à percevoir les faits différemment. Si vous choisissez des méthodes de communication avec différents objets basés sur de fausses perceptions telles que les stéréotypes,
les résultats ne seront probablement pas bien meilleurs. Par conséquent, vérifier si votre compréhension d'un certain fait ou d'une certaine personne est correcte est une condition préalable importante à une communication efficace. Le processus complet de vérification de la perception comprend 3 étapes. Premièrement, décrivez le comportement que vous avez remarqué. Deuxièmement, énumérez au moins 2 interprétations possibles du comportement. Troisièmement, demandez à l'autre personne de clarifier l'interprétation du comportement. Par exemple, votre colocataire se précipite hors de la pièce et claque la porte. Sans contrôle de perception, la conversation entre vous et votre colocataire pourrait ressembler à ceci: si vous avez des objections à mon égard, dites-le, alors pourquoi fermez-vous la porte si fort? Qui a dit que j'avais un problème avec vous? Après un contrôle de perception, la conversation s'est déroulée ainsi: vous venez de sortir rapidement de la pièce et vous avez fermé la porte vigoureusement. C'est une description du comportement. Je ne sais pas si vous êtes en colère contre moi, c'est la première interprétation, ou vous êtes juste pressé, c'est la deuxième interprétation. Pouvez-vous me dire pourquoi? C'est une demande de clarification. Grâce aux étapes ci-dessus, nous pouvons éviter de tomber dans le piège des stéréotypes, avoir une compréhension plus précise des autres, puis choisir des méthodes de communication plus appropriées pour améliorer les effets de la communication. Nous introduisons ensuite la 3e technique, élargissant le vocabulaire émotionnel. Nous avons mentionné plus tôt que la capacité d'exprimer ses émotions de manière raisonnable et claire dans la communication est l'une des clés de la qualité de la communication. Mais dans la vraie vie, le vocabulaire émotionnel que la plupart d'entre nous utilisons couramment est très limité et ne dépasse pas la gamme de mots tels que correct, moyen, médiocre, pas si bon, etc. Cela rend souvent difficile pour les autres de comprendre nos vrais sentiments. Les sentiments affectent l'efficacité de la communication. Et si nous pouvons utiliser un vocabulaire plus spécifique et plus précis pour exprimer nos idées, nous pouvons efficacement éviter ce problème. Par exemple, le patron demande aux employés leur avis sur le système de gestion de l'entreprise. Si chaque employé dit au patron qu'il est correct, moyen ou pas très bon, mais ne peut pas donner une description précise, alors le patron ne sera pas en mesure de comprendre. Savoir si tout le monde est satisfait ou insatisfait. Et si un employé dit au patron, le système de présence de l'entreprise est trop strict et rend tout le monde trop nerveux, ou le système d'évaluation et d'incitation de l'entreprise est injuste et rend tout le monde un peu frustré, le patron peut comprendre les vrais sentiments des collaborateurs plus clairement et procéder à des changements ciblés. Par conséquent, lorsque nous communiquons avec les autres, si nous voulons exprimer une certaine émotion, nous devons essayer d'élargir notre vocabulaire émotionnel et de remplacer les sentiments généraux par des mots plus précis afin que les autres puissent comprendre plus clairement nos véritables sentiments. Par exemple, remplacer « je me sens mal » par « je me sens un peu anxieux, effrayé, irritable, etc. » et remplacer « je me sens bien » par « je me sens calme, heureux, excité, etc. » Avec cette introduction, la première partie de notre contenu est terminée. Résumons, la communication sera affectée par ses propres facteurs. Par exemple, le concept de soi amènera les gens à adopter des postures défensives dans la communication et à ne pas accepter les suggestions des autres. Les biais de perception inclure cela peut former des stéréotypes et provoquer des incompréhensions chez les autres. Une expression émotionnelle inadéquate empêchera les autres de vous comprendre avec précision, affectant l'efficacité de la communication. Des techniques telles que la révélation de soi, la vérification de la perception et l'élargissement de notre vocabulaire émotionnel peuvent nous aider à faire face à ces influences. La seconde partie. Parlons ensuite de l'impact des influences verbales et non verbales sur la communication. Comment pouvons-nous utiliser le langage et le non-langage pour promouvoir la communication? La langue est le moyen de communication le plus important entre les individus et le lien essentiel qui maintient le fonctionnement de la société humaine. Mais en réalité, la langue n'est pas seulement un moyen utilisé pour échanger des informations et se comprendre, elle affecte également grandement la façon dont les autres nous perçoivent et les attitudes que nous avons envers les autres. Plus précisément, la langue joue 3 rôles dans la communication. Tout d'abord, façonner les impressions que les autres ont de nous. Dans la communication, l'utilisation du langage affectera les impressions que les autres ont de nous, y compris leurs impressions sur notre caractère personnel, nos qualités et nos capacités. Par exemple, si une personne jure toujours au cours d'une conversation, l'autre partie pensera qu'elle est une personne impolie. Si elle parle toujours avec vantardise et des mots vides de sens, alors l'autre partie pensera probablement qu'elle est irréaliste et vaniteuse, et si elle dit toujours des bêtises, l'autre partie pensera probablement qu'il est irréaliste et vaniteux, il parle bien et a des remarques pleines d'esprit, et l'autre partie pensera qu'il est une personne avec une haute culture culturelle. Deuxièmement, cela reflète notre attitude envers les autres. Cela signifie que l'utilisation de différentes langues peut faire en sorte que les autres se sentent différemment. Dans le processus de communication avec les autres, si vous utilisez un langage plus affirmatif et positif, par exemple que vous êtes excellent et intelligent, l'autre partie se sentira valorisée et reconnue. Si vous utilisez un langage plus neutre, vous pourriez faire en sorte que l'autre partie se sente valorisée et reconnue. La partie a l'impression que vous êtes très objectif. Si vous utilisez un langage plus négatif, vous donnerez à l'autre partie l'impression que vous n'êtes pas intéressé par la conversation et que vous êtes impatient. En plus des 2 points ci-dessus,
la langue peut également renforcer et démontrer une cohérence avec les autres et créer des alliances entre les personnes. La recherche montre que lors de la communication, les gens sont attirés par des personnes qui parlent de la même manière qu'eux, formant ainsi des groupes similaires. Afin de renforcer l'identité du groupe, les membres d'un même groupe développent souvent un système linguistique et un modèle de dialogue commun. Par exemple, la question standard des gourmets, comment ça peut être bon? Peut-on le manger? Est-ce délicieux? Comment le manger? La déclaration emblématique du groupe hip-hop est Amour et paix, et l'expression spéciale pour le barrage du groupe bidimensionnel est Haute énergie, alerte précoce. Ce sont des langages communs appartenant à certains types de groupes, et leur but est d'augmenter la distance entre les groupes et de maintenir les relations de groupe. Outre le langage, le non-verbal joue un rôle important dans notre communication avec les autres. Le langage non-verbal évoqué ici fait référence à la posture, au mouvement, à l'expression, à l'apparence, etc. Dans le processus de communication avec les autres, ces combinaisons non-verbales et verbales forment un système d'expression plus complet, nous permettant de transmettre des informations aux autres de manière plus diverse. Plus précisément, le langage non-verbal joue 5 rôles principaux dans la communication. Le premier est de répéter des informations verbales. Par exemple, si quelqu'un vous demande où se trouve la berge la plus proche sur la route, vous montrez le nord et répondez « Partez d'ici vers le nord et vous y serez après 2 intersections ». La fonction du geste ici est de répéter le direction. La seconde est de compléter le fait que le comportement non-verbal correspondra aux pensées et aux sentiments exprimés en mots par le communicateur, renforçant ainsi l'expression du message. Tout comme dire merci avec un sourire est plus efficace que dire merci avec un visage vide, c'est parce que le sourire joue un rôle complémentaire. La troisième est la substitution, qui consiste à utiliser un comportement non-verbal lorsque vous ne voulez pas parler. Par exemple, secouer la tête ou agiter les mains au lieu de dire non. Le quatrième est l'accentuation, c'est-à-dire l'utilisation d'informations non-verbales pour renforcer l'information verbale. Par exemple, montrer du doigt quelqu'un en le présentant. La dernière consiste à exprimer des informations réelles. Les gens affichent souvent des messages différents, voire contradictoires, dans le langage et le langage non-verbal. Par exemple, une personne au visage rouge crie « Je ne suis pas du tout en colère ». Le rôle principal du langage non-verbal à ce moment-là est de exprimer des informations vraies. Puisque le langage et le non-verbal jouent un rôle si important dans la communication, comment pouvons-nous les utiliser pour promouvoir la communication avec les autres? En termes de langage, l'auteur énumère 3 astuces. La première consiste à utiliser de manière appropriée un langage de faible et de forte puissance. Le langage dit de faible puissance fait référence à un langage poli mais manquant d'autorité et comprend principalement le langage utilisé pour les explications et les demandes. En revanche, un langage puissant fait référence à un langage qui fait autorité mais manque de politesse, y compris des déclarations et des ordres forts. D'une manière générale, un langage à fort pouvoir est plus susceptible de faire preuve d'autorité, obligeant ainsi l'autre partie à agir selon ses souhaits, tandis qu'un langage à faible pouvoir rend les gens plus cordiaux et contribue à améliorer l'intimité avec les autres. Par conséquent, le langage de puissance élevée est plus adapté aux situations dans lesquelles les supérieurs donnent des ordres à leurs subordonnés, comme les commandants donnant des ordres aux soldats sur le champ de bataille, tandis que le langage de faible puissance est plus adapté aux situations de communication et de négociation, telles que négocier avec des voisins pour résoudre problèmes. Choisir raisonnablement d'utiliser un langage de forte ou de faible puissance en fonction de différentes situations peut améliorer efficacement les effets de communication. Par exemple, si votre enfant n'arrive pas à dormir parce que le voisin met de la musique trop fort et que vous allez négocier avec le voisin, si vous lui dites « Je suis désolé, mon enfant n'arrive pas à dormir », cela vous dérangerait-il de baisser un peu la musique? Un petit peu? C'est évidemment mieux que si vous dites « Je suis désolé, mon enfant n'arrive pas à dormir. Votre musique empêche mon enfant de dormir, vous devez la baisser. » L'effet est meilleur. Le deuxième conseil est d'utiliser davantage de déclarations factuelles et d'éviter d'utiliser des déclarations d'opinion et d'inférence. La soi-disant déclaration d'opinion est ce à quoi je pense qu'une chose est, une déclaration inférentielle est ce que je suppose que quelque chose ressemble, et une déclaration factuelle est exactement comment c'est. Les opinions et les déductions sont souvent mêlées à de fortes émotions personnelles et s'écartent des faits, ce qui peut facilement provoquer des malentendus et des conflits dans la communication. Par exemple, le problème ultime qui préoccupe beaucoup d'hommes, pourquoi ma petite amie est-elle encore en colère? En fait, c'est parce que les femmes préfèrent les opinions et les déclarations inférentielles. Lorsqu'ils sont en colère, ils se plaignent à leur petite amie, « Tu ne te soucies pas du tout de moi, tu ne m'aimes pas du tout, as-tu aimé quelqu'un d'autre ?» Mais ils ne le disent pas à leur petite amie. La vraie raison de leur colère, qui les met en colère. L'homme était confus et il a fallu beaucoup de temps pour dissiper le malentendu. Et s'ils peuvent dire directement à leur petite amie, « Tu as oublié mon anniversaire, alors j'étais très en colère. Tu m'as parlé sur un ton fort hier, donc j'étais très en colère. Tu es sorti avec des amis et tu m'as laissé tranquille. À la maison, donc je suis très en colère », le problème est évidemment beaucoup plus facile à résoudre. Par conséquent, énoncer uniquement des faits et éviter de recourir à des opinions et à des déclarations inférentielles peut réduire les conflits de communication inutiles.
Troisièmement, utilisez moins vous et utilisez je et nous à bon escient. La raison pour laquelle vous devrait être moins utilisé est que lorsque vous communiquez avec les autres, le mot vous exprimera un jugement sur les autres, ce qui signifie généralement que l'orateur est qualifié pour juger les autres, ce qui peut facilement susciter la défense des autres. Accepté par les autres. Les déclarations utilisant le mot « je » décrivent uniquement la réaction d'une personne face au comportement des autres, sans porter de jugement sur la valeur de ce comportement. Le ton est plus calme et plus facile à accepter pour les autres. Par exemple, si l'autre partie est en retard à un rendez-vous, il est plus facile pour l'autre partie d'exprimer son mécontentement en disant « je suis un peu en colère à cause de votre retard », qu'en disant « vous ne tenez tout simplement pas vos promesses ». Cependant, une utilisation excessive du langage « je » peut donner aux autres un sentiment d'égoïsme et d'égocentrisme. La manière de surmonter cette lacune est d'utiliser notre langage. Le langage avec le mot « nous » implique que la question posée concerne à la fois l'orateur et l'auditeur. Par exemple, nous devons discuter de la division du travail afin de mieux accomplir la tâche. Le langage « nous » peut rapprocher les gens et favorise la formation d'une bonne interaction. Cependant, les déclarations « nous » ne sont pas nécessairement appropriées, car parfois les autres ne reconnaissent pas que vous pouvez les représenter. C'est comme si vous disiez « nous avons un problème » et que quelqu'un d'autre pourrait dire « c'est votre problème, pas le mien ». Pour ce faire, nous devons parfois combiner « je » et « nous » comme « je veux que nous » ou « j'espère que nous ». La recherche montre que la combinaison de « je » et de « nous » est plus efficace qu'un simple « je » et « nous ». Être plus accessible lorsque vous vous présentez a plus de chances d'être accepté dans une conversation. Par conséquent, une autre astuce pour améliorer la communication consiste à utiliser habilement le langage du « je » et du « nous ». En termes de communication non verbale, les suggestions de l'auteur se concentrent principalement sur deux aspects. D'une part, être cohérent avec l'information verbale et éviter les conflits entre informations non verbales et verbales. D'autre part, choisir des objets de communication non verbaux appropriés pour les objets de communication de différentes cultures et genres. Langue pour éviter les abus. Par exemple, le geste « OK » signifie une affirmation aux États-Unis, mais en France et en Belgique, cela signifie « votre valeur est zéro », et en Grèce et en Turquie, cela signifie une invitation sexuelle de faible niveau, ce qui est insultant. C'est la deuxième partie de notre introduction. Le verbal et le non-verbal ne sont pas seulement des moyens de communication, mais jouent également un rôle important dans le façonnement des relations de communication. Il est donc nécessaire d'utiliser rationnellement les compétences verbales et non verbales pour favoriser l'établissement de bonnes relations de communication. La troisième partie. Enfin, voyons comment nous pouvons créer une bonne atmosphère de communication et façonner de bonnes relations interpersonnelles. L'atmosphère dite de communication fait référence à l'atmosphère émotionnelle de la relation. Alors, quel facteur détermine la qualité d'une atmosphère de communication? En bref, il y a deux éléments majeurs. Premièrement, s'il y a plus d'informations affirmatives ou d'informations négatives. Les informations positives font référence au fait d'être d'accord avec les informations de l'autre partie, d'exprimer l'importance et l'appréciation des autres. Les informations négatives font référence au fait de réfuter les informations de l'autre partie, d'exprimer un manque de respect et un manque d'appréciation envers les autres. Dans le processus de communication, si les informations positives dominent, l'atmosphère de communication sera plus détendue et agréable. S'il y a plus d'informations négatives, alors l'atmosphère de communication sera plus sérieuse et digne. Tout comme il est évidemment préférable de dire « vous avez raison » et « vous avez fait du bon travail » tout au long du processus que de dire « vous avez fait un travail épouvantable » et « ce que vous avez dit n'a aucun sens ». Deuxièmement, si le partenaire de communication est dans un état de défense psychologique. Si la personne avec qui vous communiquez est dans un état de défense psychologique, il lui sera difficile de s'ouvrir et de communiquer avec vous, ou d'accepter véritablement vos opinions et suggestions, et encore moins de créer une bonne atmosphère de communication. Par conséquent, la clé pour créer une bonne atmosphère de communication est d'améliorer l'expression des messages affirmatifs et de réduire les défenses psychologiques des autres. Alors, comment pouvons-nous faire ces deux choses? Concernant l'amélioration de l'expression d'informations affirmatives, le livre propose 3 méthodes. La première est d'être attentif. Prêter attention est l'action de base pour exprimer une information affirmative. Bien souvent, nous donnons aux autres l'impression que nous ne nous valorisons pas les uns les autres parce que nous ignorons cette action fondamentale. Par exemple, oubliez de répondre aux emails ou aux messages téléphoniques. Bien entendu, ce manque d'attention n'est peut-être qu'un oubli momentané. Si quelqu'un comprend mal ces actions alors que vous vous éloignez délibérément d'eux, cela peut avoir un impact sur votre relation. La première façon de valoriser votre message affirmatif est donc d'éviter d'ignorer les autres. Deuxièmement, admettez-le. Reconnaître les opinions et les sentiments des autres est une forme efficace d'expression d'un message d'affirmation. Dans le processus de communication avec d'autres ou avec une équipe, demander l'avis des autres peut exprimer efficacement la reconnaissance du statut et du rôle des autres et aider à obtenir une plus grande reconnaissance. Par exemple, si les cadres supérieurs d'une entreprise demandent souvent leur avis aux employés, ceux-ci auront une meilleure évaluation à leur égard.
Même si l'opinion n'est finalement pas adoptée, ces comportements de recherche de reconnaissance contribueront à accroître le message positif entre le patron et le subordonné. Troisièmement, je suis d'accord. La reconnaissance montre que vous êtes intéressé par les opinions des autres, tandis que l'approbation signifie que vous êtes d'accord avec leurs opinions et que vous pensez que ces opinions sont importantes. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'exprimer votre accord avec les informations fournies par d'autres personnes en étant entièrement d'accord, vous pouvez trouver la partie de l'information avec laquelle vous êtes d'accord et y répondre. Par exemple, si vous n'êtes pas d'accord avec le nouveau plan proposé par votre subordonné, mais que vous êtes d'accord avec la nouvelle idée proposée par lui, alors vous pouvez dire « J'apprécie la nouvelle idée que vous avez proposée. Je pense que cela nous fournira une grande inspiration pour améliorer encore le plan. » Concernant la réduction des défenses psychologiques des autres, l'auteur donne 6 suggestions: la communication descriptive, la communication orientée problème, la communication spontanée, le renforcement de l'empathie, le dialogue égalitaire et le dialogue négocié. Nous nous concentrons sur 2 d'entre elles. Tout d'abord, remplacer la communication évaluative par une communication descriptive. La communication évaluative se concentre sur l'évaluation du comportement des autres, ce qui peut facilement susciter un comportement défensif de l'autre partie, tout comme le langage utilisant le mot « vous » que nous avons introduit dans la partie 2. La communication descriptive se concentre sur les pensées et les sentiments de l'orateur plutôt que sur le comportement et les jugements de valeur des autres, ce qui réduit considérablement la possibilité de susciter un comportement défensif chez les autres. Par exemple, lorsque 2 personnes se disputent, dire « je ne comprends pas comment vous pouvez avoir une telle idée » est évidemment beaucoup moins explosif que « vous ne savez pas de quoi vous parlez ». Deuxièmement, remplacer l'orientation dominance par l'orientation problème. Les communicateurs orientés vers la domination prennent souvent des décisions sans tenir compte des besoins et des intérêts des autres. Ce genre de personnes affiche toujours une attitude dominatrice, comme pour dire « je sais ce qui est le mieux pour toi, et si tu fais ce que je dis, les choses réussiront ». Cela peut facilement susciter l'hostilité des autres. Les communicateurs axés sur les problèmes, quant à eux, se concentreront sur la satisfaction de leurs propres besoins et de ceux des autres, ce qui leur permettra d'obtenir plus facilement les faveurs des autres. Par exemple, vous attendez un appel téléphonique et avez besoin que quelqu'un d'autre arrête d'utiliser le téléphone pendant un certain temps. Les communicateurs orientés vers la domination diront « vous feriez mieux de ne pas utiliser le téléphone pendant les 2 prochaines heures ». Les communicateurs orientés vers les problèmes diront « j'attends un appel très important et je voulais vous déranger et le mettre en attente pendant maintenant. La ligne est occupée ». De toute évidence, ce dernier a beaucoup plus de chances de communiquer avec succès que le premier. C'est la fin de la 3e partie. Résumons, la qualité de l'atmosphère de communication a un impact important sur l'efficacité de la communication, et la quantité d'informations affirmatives et le fait que les autres soient dans un état défensif sont les 2 principaux facteurs qui déterminent la qualité de l'atmosphère de communication. Grâce à l'attention, à la reconnaissance et à l'approbation, l'expression d'informations affirmatives peut être améliorée et la satisfaction de la cible de la communication peut être augmentée. Grâce à la communication descriptive et à d'autres méthodes, le niveau de défense des autres peut être réduit et l'effet de communication peut être amélioré. Passons maintenant en revue les points clés de ce livre. Premièrement, nous avons introduit l'impact du concept de soi, de la perception, de l'émotion et d'autres facteurs personnels sur la communication, et proposé des contre-mesures appropriées telles que la révélation de soi, la révision de la perception et l'expansion du vocabulaire émotionnel. Ensuite, il a introduit le rôle du langage et du non-langage dans la communication, et a partagé des compétences linguistiques telles que l'utilisation raisonnable d'un langage de puissance élevée et faible, l'utilisation de descriptions factuelles et l'utilisation habile du « je » et du « nous ». Enfin, nous avons parlé des principaux facteurs qui affectent l'atmosphère de communication et introduit des stratégies pour créer une bonne atmosphère de communication, comme améliorer l'expression de messages affirmatifs et réduire les défenses psychologiques des autres. C'est la fin de ce programme. Quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.